questionner les technologies, les choix technologiques, à les mettre dans l'espace politique et dans l'espace public, de manière à ce qu'on sorte d'une ère où nous subissons les choix technologiques qui ont été faits pour nous et sans nous, et sans que nous puissions même les juger. Il s'agit donc de les juger, non pas forcément de les condamner, et de les juger peut-être de manière autre que par le traditionnel balance entre les coûts, les bénéfices, mais vraiment d'aider à réfléchir sur les valeurs qui sont promues à travers nos usages technologiques ou les choix technologiques, et donc d'aider les citoyens à questionner les choix technologiques et peut-être à mieux en user aussi dans leur vie quotidienne. Voilà. C'est très difficile de définir l'électronique ambiante. Ça vient d'un terme anglais, ambient electronics, ou aussi on dit souvent ambient intelligence. Et dans ce mot ambient, il y a à la fois l'ubiquitaire et un autre mot anglo-saxon, le pervasive. Pervasive, ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper. C'est à la fois, ça nous entoure et c'est invasif. Donc ubiquitaire et invasif sont deux mots qui définissent assez bien, à mon avis, ce qu'est l'électronique ambiante. La première application ou définition de l'électronique ambiante, c'est ce qu'on appelle de plus en plus les environnements intelligents. Les environnements intelligents, je les ai aussi appelés les environnements cliquables. C'est-à-dire que l'environnement se dote de capteurs, de sens, de puces RFID, de QR, de flashcodes. Vous avez vu tout ça, et avec son smartphone, on peut prendre une photo et l'environnement répond en envoyant de l'information sur votre smartphone. C'est la réalité augmentée. Le second élément, alors plus général, je l'ai dit que j'allais du général, du particulier au plus général, c'est le cyberespace lui-même, le cyberespace dans lequel nous baignons depuis maintenant une quarantaine d'années, avec Internet, est en train de se modifier complètement avec ce qu'on appelle l'Internet mobile, ou en abrégé le mobile net, qui grâce à, aujourd'hui dans le monde, 5,8 milliards, notez ce chiffre, de mobiles. Il y a plus de connexions Internet par les mobiles que par les ordinateurs. Il y a 2,8 milliards de personnes connectées dans le monde par Internet, il y a 5,8 milliards de personnes qui ont des mobiles, mais surtout des smartphones, et les smartphones seront 3,5 milliards dans un an ou dans 2 ans, avec toute leur capacité de connexion Internet, etc. Donc le cybersphère nous entoure, l'Internet et surtout l'Internet mobile va devenir une électronique ambiante de plus en plus pervasive, de plus en plus invasive, et le nuage qui résulte de tout ça, son nom est quand même assez évocateur, le cloud. Le nuage, c'est évidemment l'ubiquité et la présence constante de ces possibilités de connexion et d'interconnexion entre nous. Le numérique, c'est aussi les livres qui deviennent de plus en plus numériques, c'est la radio numérique, la télévision numérique, les cartes de crédit. Donc tout ceci constitue également une électronique ambiante. Avec l'électronique ambiante, on rentre dans un espace de voisinage. C'est-à-dire que le monde devient tout petit. On est à un clic de souris les uns des autres. Et c'est ce qui a fait l'extraordinaire explosion des réseaux sociaux. Mon point de vue, disons, écologiste, ce que je me pose comme question, sans beaucoup savoir y répondre toujours, par exemple, il y a 20 ou 30 ans, au moment où on parlait des NTIC, maintenant on dit plutôt les TIC, parce que depuis qu'elles sont nouvelles, elles sont là, avant les technologies de l'information, de la communication, eh bien on disait, alors vraiment vous allez voir la consommation de papier, et même la consommation de distance physique, hein, les voyages des personnes, ça va beaucoup baisser, ce qui va donner moins de consommation d'énergie, moins de consommation de biomasse. C'est pas ce qu'on a exactement vécu hein, depuis 20 ans. En fait, il y a de plus en plus d'électronique ambiante et de smartphones ou autres objets nomades comme nous, mais on les emporte avec nous et le face-à-face, notamment dans les enjeux de pouvoir, hein, le face-à-face est indispensable. Nous sommes très attachés à ce que le Parlement du futur soit abrité dans les espaces de la vie démocratique, en lien avec les responsables représentatifs de cette démocratie, puisque démocratie participative, évidemment, ça n'est que pour renforcer ce qui est le vivre ensemble, l'éthique, c'est-à-dire cette mise en société des choix qui sont très importants dans leurs enjeux du point de vue des technologies.
Nous sommes aujourd'hui au 4e Parlement du futur, puisque nous avons initié cette formule qui n'avait pas encore le nom, mais qui était ce rendez-vous annuel pour essayer d'identifier les outils de cette démocratie technique. 4e donc Parlement du futur, après donc la première année où nous nous sommes consacrés aux différentes formes de démocratie participative. Nous avons essayé de travailler sur la discrimination entre sondage, participation, contribution, co-construction à l'époque. Puis nous avons travaillé sur l'innovation responsable. C'était au Collège de France, en lien beaucoup avec le Conseil régional. Et l'année dernière, au Sénat, avec le soutien de Marie Blandin, nous avons ouvert la tension particulièrement vive aujourd'hui entre les questions de peur et de progrès, avec toujours cet horizon pour Vivagora de mettre en culture et de mettre en démocratie l'innovation. Aujourd'hui, nous focalisons, et c'est donc la première année où nous avons fait ce choix, nous focalisons sur un domaine qui est l'électronique ambiante. Et donc, effectivement, l'ambiance n'est peut-être pas électrique, mais elle est électronique. Et le terme d'ambiance, nous y tenons beaucoup, dans la mesure où tout devient électronique, de nos voitures bien sûr, mais surtout des textiles, d'objets a priori qui ne contiennent pas de l'électronique, qui deviennent en fait réactifs ou même actifs, plus ou moins à notre insu. Et c'est tout ce questionnement que nous voulons poser aujourd'hui, avec, et ça a été bien, je crois, explicité dans les documents que nous avons diffusés, avec une structure de ce colloque qui est fondée sur les 3 écologies de Félix Guattari, c'est-à-dire l'attention à notre rapport à l'environnement, notre rapport à la société, à nos alter-ego, et notre rapport au corps, notre rapport à notre vie mentale. Et ces 3 dimensions, nous voulons aujourd'hui les aborder simultanément. Il est clair que nous n'avancerons pas d'un point de vue politique si toutes les parties prenantes ne s'interrogent pas de manière assez fondamentale, avec la radicalité de certaines questions, sur notre rapport à la sécurité, notre rapport à la confiance, ce que nous faisons de ces tuyaux, pourquoi faire. Et je pense que le programme d'aujourd'hui va nous aider à repérer les lieux où il y a véritablement des architectures qui peuvent faciliter justement la protection et conforter les attentes les plus profondes des citoyens. Je voudrais insister sur l'importance de la présence de Gérard Dubé qui est avec nous. Gérard Dubé qui est sociologue, qui est très spécialisé dans ces questions notamment de sécurité et qui est le témoin attentif de cette journée, qui pourra prendre la parole à tout moment de manière à avoir une sorte de fil rouge sur les questions politiques qui sont en permanence posées par les différents intervenants qui seront là. Quels sont les effets sociétaux de cette électronique ambiante et ses coûts? J'en vois 3 catégories, évidemment, vous en discuterez beaucoup dans vos débats. Le premier, c'est un coût environnemental. Ça coûte très cher l'électronique, l'informatique. Fabriquer des puces, ça prend beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, évidemment, beaucoup d'énergie, ça fait du CO2. Et ça utilise des métaux rares. Deuxième aspect, il y a un coût social, évidemment. Il y a un coût social et économique. On a parlé de l'obsolescence de tous ces outils les uns par rapport aux autres. On a parlé aussi de l'inégalité de ceux qui ont accès à ces réseaux, qui payent leur abonnement ADSL, qui ont un ordinateur ou un téléphone portable, et ceux qui ne l'ont pas. Donc, inégalité sociale, surconsommation. Surconsommation, donc gaspillage, donc gadgetisation. N'hésitons pas à le dire, les entreprises poussent des produits et transforment des désirs en fantasmes, alors qu'on ne se pose pas vraiment la question de l'utilité sociale
Alors, obsolescence, gaspillage, surconsommation, inégalité, vie privée, traçabilité, ce sont des éléments qui ne nous quitteront plus. Soyons conscients, ça ne nous quittera plus. On est plus intelligent. C'est pas faux, bien entendu, on a l'impression de l'être un peu plus qu'il y a 30 ans ou 60 ans, mais un peu plus ne veut pas dire trop. C'est-à-dire que quand on voit les mails, les réseaux dont on dépend, on a déjà du mal à réguler, on peut dire, et même à lire les informations qui nous tombent dessus sans qu'on le veuille plus ou moins. On est un peu prisonnier d'un tas de réseaux qui nous dit il faut absolument que tu lises ceci ou que tu accèdes à cela, car c'est là que ça se passe. Enfin, une dernière chose, l'électronique ambiante, c'est évidemment de la matérialité. C'est des objets matériels qui ont donc un impact sur l'environnement, aussi bien en amont dans leur éco-conception, qui n'est pas encore tout à fait éco, peut-être qu'il en sera question dans ce colloque, hein, il faut voir comment ces objets meurent après leur utilisation et comment on peut les réutiliser. Et à propos de mort, vous vous souvenez que notre ami Gunther Anders parlait de ce qu'il appelait l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que est-ce que ces objets ne pourraient pas durer un peu plus longtemps et être un peu plus recyclables. Et quelques propos spontanés qui me venaient en tant que mon angle écologiste, mais j'ai vu tout le panel de tous vos intervenants et de toutes les personnes qui sont là, donc pour m'arrêter, je pourrais vous dire, eh bien, bon colloque et peut-être bonne interrogation, voire bonne réponse à toutes ces questions. Merci à vous. Et puis, troisième effet, les derniers, il y a les effets biologiques. Les effets biologiques, c'est l'addiction. Il y a des jeunes qui sont addicts à tous ces outils de l'électronique ambiante. Il y a aussi, comme effet biologique, ce que j'appellerais, d'un terme peut-être un petit peu trop imagé, l'infopollution. L'infopollution a un effet sur le cerveau. Or, un flux d'informations permanent ne crée pas de l'intelligence, pas du tout. Piaget l'a déjà dit, l'intelligence, c'est pas d'acquérir constamment des nouvelles informations, c'est de savoir gérer ce qu'on sait déjà. Vers quoi on va? Ben, ça va être pire, si j'ose dire. C'est-à-dire que de 5,8 milliards de mobiles et 3,5 milliards de smartphones, ça va être 10 milliards. Ça va s'accroître. Les débits vont s'accroître. On est en train d'introduire le 4G. Le 4G sur les portables, c'est 100 mégabits. Qu'est-ce que ça va créer comme nouveau service? Qu'est-ce que ça va créer comme infopollution? De voir des films en continuant en marchant dans la rue, est-ce que c'est vraiment un avantage sociétal? Et surtout, nous allons vers une fusion de plus en plus étroite entre le monde matériel et le monde virtuel. Donc ça, c'est une tendance qui va se poursuivre et s'accélérer, mais aller plus loin encore. C'est ce que j'ai appelé la symbiose entre l'homme et le nuage, le cloud, le système planétaire que nous sommes en train de construire dans l'homme symbiotique, il y a maintenant en 1995. C'est le fait que par le corps, pas seulement par les doigts, ou par ces télécommandes que nous avons tous dans nos poches, qui sont à la fois des scanners, des souris et des télécommandes qu'on appelle les portables et maintenant les smartphones, c'est aussi par les gestes, c'est aussi par des capteurs sur le corps, sur des vêtements, des wearables, qui transmettent de l'information à cet environnement cliquable ou à cet environnement intelligent. Nous allons rentrer en symbiose de plus en plus étroite, comme nous sommes déjà en partie avec des machines physiques, avec des machines électroniques, et ça va élargir encore plus le domaine de cette électronique ambiante. Donc l'homme symbiotique, le macro-organisme planétaire, l'accroissement des débits prodigieux, le mariage de la biologie et de l'électronique, la fusion du réel et du virtuel, nous y allons pour les 20 prochaines années, nous allons habiter avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de cet envahissement de l'électronique dans nos vies? D'abord, je le dis, c'est à la fois individuel et collectif. Je ne suis pas tellement pour les régulations du haut vers le bas. Je crois beaucoup plus à des régulations citoyennes. Je pense que nous devons prendre conscience de l'inutilité de beaucoup de choses pour la société et de leur coût, comme je l'ai rappelé un peu tout à l'heure. Nous sommes boulimiques d'information, boulimiques de contact, et la génération Y, elle accumule, grâce à ce phénomène pernicieux qui s'appelle la gratification instantanée, instant gratification, je clique, j'ai le résultat tout de suite, je t'appelle, je te mets un SMS, tu me réponds. C'est ce sentiment de boulimie informationnelle à laquelle il faut appliquer une diététique de l'information. En fait, une diététique raisonnée. Bien sûr que c'est utile dans ma vie, bien sûr que c'est utile dans mon métier, mais il me faut aussi raison garder et être capable de faire des choix pour donner du sens à ma vie et donner du sens à mon action. C'est ça le moyen de lutter contre la boulimie, c'est la diététique. Et cette diététique, de plus en plus, il va falloir l'apprendre aux plus jeunes, mais il va falloir que nous l'appliquions à nous-mêmes. Il va nous falloir un devoir
de débranchement, si j'ose dire. C'est-à-dire faire des pauses, faire du reset, savoir faire en sorte qu'on prend une certaine distance, une distanciation avec tout ça. C'est que pour lutter de manière intelligente contre l'électronique ambiante envahissante, il nous faut une co-régulation citoyenne participative. C'est-à-dire, ce que j'entends par co-régulation citoyenne participative, c'est que les gens prenant conscience de l'inutilité de certaines actions, de certains outils par rapport aux besoins sociaux, besoins sociétaux, se réunissent entre eux grâce aux réseaux sociaux, notamment, mais pas seulement, grâce aussi à des liens physiques et des liens réels, pour co-réguler, plutôt que de recevoir du haut des réglementations et des impositions, citoyennes et participatives. Parce que là, le temps réel et la participation interactive avec le feedback de ce que disent les autres est absolument essentiel. Et enfin, pour déboucher sur quoi? Pour déboucher sur une info éthique. On a déjà maintenant, évidemment, et la France a été un pionnier dans ce domaine, des règles de bioéthique. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps humain, n'importe quoi avec la vie. Et bien, je pense aussi que vis-à-vis de la société de l'information, on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre ADN numérique, notre identité. Il y a des vols d'identité, il y a de la désinformation, il y a du hacking, il y a du piratage, il y a du vol. Donc l'éthique informationnelle, que j'appelle l'infoéthique, sera, à mon avis, un des fondements essentiels de la co-régulation citoyenne participative pour gérer le mieux possible, dans l'intérêt de l'humanité, l'électronique ambiante. Je vous remercie. Problématiques de la planète, parce que souvent quand on s'intéresse au TIC, on parle des gaz à effet de serre. Souvent ça tourne autour des gaz à effet de serre et on oublie beaucoup de choses. Le réchauffement ou plutôt le dérèglement climatique qui est tangible maintenant pour tout le monde, il se traduit effectivement par une augmentation moyenne des températures, qui au passage risque de devenir catastrophique si cette augmentation augmente de plus de 2 degrés en moyenne. Mais ce réchauffement a des influences sur d'autres types d'impacts. Et ça me semble important de le souligner parce que, par exemple, si on parle de désertification, d'accès à l'eau potable, des problématiques de ressources, des problématiques de déforestation, de diminution des terres arables, etc. Donc tous ces problèmes-là sont aggravés par le réchauffement climatique, mais on agit aussi directement dessus au travers de nos pratiques et de nos usages. Au regard de ces problématiques-là, je rappelle un certain nombre de chiffres, mais M. de Rosnay nous en a donné beaucoup plus tout à l'heure, qui font un peu tourner la tête. On peut, enfin tous les citoyens peuvent se poser la question de mais quel est le lien entre les deux finalement? Quel est le lien entre tous ces objets qu'on consomme, toutes ces tonnes de déchets qu'on génère et l'ensemble des problèmes que je vous ai mentionnés précédemment? Quand on sait qu'une tonne de carte électronique, ça contient 40 fois plus d'or qu'une carte de minerai d'or, on comprend l'intérêt qu'il peut y avoir à récupérer les cartes électroniques et en particulier l'or et l'argent qui sont dessus. L'ADEME, et puis au travers des lois, etc., ils font un travail remarquable pour la collecte, etc. Il y a eu des gros progrès, on avance des chiffres intéressants, où on a actuellement un taux de réutilisation et de recyclage des D3E de l'ordre de 80%, avec un taux de valorisation de 84%. Mais qu'est-ce que ça cache ces chiffres? Ou qu'est-ce qu'on ne voit pas quand on voit ces chiffres? Et bien, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, par exemple, l'année dernière, on a réussi à ne collecter que 4,5 ou un peu plus, 4,7 kg de D3E par personne, sachant qu'on génère en France plus de 20 kg de D3E par personne et par an. Les technologies de l'information et de la communication, c'est une image qui est quand même assez pure, on va dire. Et vous voyez là, d'ailleurs, il y a un truc intéressant qui se passe, c'est qu'on utilise un vocabulaire qui met dans le conscient collectif ou l'inconscient collectif l'image de quelque chose qui est extrêmement propre, qui est même dématérialisé, ça n'existe même plus. On parle facilement de dématérialisation, comme si
d'envoyer un courrier électronique, ça n'avait aucun impact environnemental. On parle de virtualisation, donc vous voyez, tous ces termes qu'on utilise extrêmement fréquemment et qui nous laissent penser que finalement, et d'ailleurs quand nous on fait pas mal d'interventions dans les lycées et les collèges, mais honnêtement les jeunes aujourd'hui n'ont absolument aucune idée, mais très très loin de là, que les objets qu'ils utilisent tous les jours et dont ils sont effectivement extrêmement friands peuvent avoir un impact sur l'environnement. La plupart de ces études, elles ne prennent en compte, elles ne prennent en compte que les gaz à effet de serre générés pendant la phase d'usage. En général, ces études n'incluent pas les gaz à effet de serre générés à la fabrication de tous les capteurs qu'on met partout, etc., et même de l'informatique. Alors que là, donc, je vous ai mis un petit extrait d'une analyse de cycle de vie partielle que j'ai faite, où j'ai récupéré que les éléments sur les gaz à effet de serre, et vous voyez que la phase de fabrication et la phase de traitement de fin de vie génèrent toutes les deux beaucoup plus, en tout cas ensemble, beaucoup plus que la phase d'usage. En France, il y a plus de téléphones portables que d'habitants. Hein, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, c'est absolument colossal. Actuellement, les personnes changent de téléphone tous les 9 mois. On change d'ordinateur toutes les quelques années. En face de ça, les conditions de travail des personnes qui exploitent les mines, qui fabriquent les ordinateurs et qui traitent les déchets dans les pays qui sont souvent quand même les pays d'Asie, sont malheureusement encore relativement scandaleuses. Une certaine représentation des TIC, et puis les mots qu'on pourrait mettre là-dessus, hein, c'est rêve, pureté, performance, excellence, propreté. Voilà, on pourrait mettre beaucoup de mots extrêmement valorisants et qui vont vraiment très bien avec le développement et la croissance. Mais à côté de ça, il y a ces images-là. Et là, les mots, c'est vraiment tout autre. Hein. On est dans la violence, on est dans les problématiques d'environnement, on est dans la pollution, on est dans les guerres, on est dans le gaspillage. Alors, en conclusion, ce que je voudrais souligner, c'est que compte tenu la situation, et le point que je voulais souligner en fait, c'est que le problème est complexe. Il ne s'agit pas juste de gaz à effet de serre isolés dans leur coin qu'on pourrait simplement diminuer en faisant des efforts sur l'énergie consommée, etc. Les problématiques sur la planète, et j'ai même pas parlé de biodiversité et tout ça, sont extrêmement complexes, tout est corrélé, de la même façon que c'est corrélé avec nos usages et nos pratiques. Les solutions, elles ne peuvent pas être simples, elles ne peuvent pas être juste de cliquer sur un bouton et d'arrêter de faire quelque chose, et j'ai beaucoup apprécié l'introduction de M. de Rosnet à ce sujet-là, parce qu'effectivement, il a montré à quel point il était important d'abord de remettre le focus sur l'être humain, je pense qu'on est dans une période formidable pour ça, on est dans une période où on peut essayer de redonner une image au TIC qui n'est pas celle que j'ai montrée il y a 2 slides, mais qui serait une nouvelle, où on prendrait en compte aussi les problématiques environnementales, et où enfin on pourrait aller vers une vraie amélioration des conditions de vie de tout le monde. Voilà, je vous remercie. Donc 2 exposés qui vont essayer de vous montrer 2 illustrations possibles de ce que peut faire l'innovation en matière de recherche en informatique, en particulier sur les questions qui ont été évoquées par François Berthoud. Est-ce que cette recherche-là peut essayer de trouver des solutions ou envisager des solutions qui permettent de réduire un peu les nuisances des développements de l'électronique et de l'informatique? Vous aviez un Minitel, vous étiez chez vous ou chez votre voisin, vous preniez un Minitel, vous accédiez à des informations qui étaient quelque part. Là, on revient un petit peu à ce genre de système, sauf qu'entre-temps, les réseaux se sont nettement améliorés et que les interfaces graphiques, j'allais dire, se sont aussi, elles, nettement améliorées. Sur la première ligne, c'est bien 1 gramme. Pour fabriquer une puce de 1 gramme, il faut 16 kg de matière première, essentiellement de l'eau.
Hein, c'est en gros 15 kg d'eau et 1 kg de matière première réelle. Voilà, le problème de l'eau, donc notamment dans les pays du sud-est asiatique, est très problématique. Et puis utiliser dans la mesure du possible les logiciels qui demandent moins de ressources, donc pas forcément systématiquement passer au dernier cri du dernier système d'exploitation, et éventuellement utiliser des logiciels qui sont pas toujours, mais souvent moins consommateurs à fonction équivalente. Donc je me présente brièvement, donc effectivement donc, je suis ingénieur dans le centre de recherche du groupe Orange. Donc ce que je vais vous présenter n'a pas forcément l'aval de beaucoup de gens, mais on a une certaine liberté, disons, d'action dans une certaine mesure pour proposer et pousser des concepts innovants. Le cloud computing tel qu'il est présenté, mais au sens plus large, c'est finalement c'est le stade actuel de l'externalisation de l'informatique. Ici, donc, il y a une courbe, une tendance qui est assez inconnue maintenant, où depuis les centres de calcul d'il y a 20-30 ans, on est passé petit à petit donc, à une dispersion totale des ressources informatiques dans un endroit qui est totalement flou. C'est pour ça qu'on appelle le nuage, c'est-à-dire le cloud. Et je vais direct en bas là, sur le facteur socio-culturel, qui est toujours très important en matière de progrès. Depuis un moment, il y a une vague de moins acheter les biens, mais plutôt en profiter, les louer ou les partager à la limite, ça c'est valable pour tout, depuis les Vélib jusqu'à d'autres aspects de la consommation quotidienne. Un certain sens du partage également, dont je rappellerai donc les fichiers, le partage des fichiers, des vidéos, donc ça n'a pas très bonne presse, mais il ne faut pas oublier que le développement des opérateurs ADSL s'est quand même fait essentiellement et presque uniquement, on pourrait dire, grâce au contenu finalement piraté, donc aux films piratés. C'est grâce à ça que Free, France Télécom, Bouygues, etc., SFR vendent des contrats d'abonnement ADSL. Alors pour définir le cloud computing actuel, en général, c'est un grand fournisseur exporte finalement à travers des gros accès Internet, il exporte à tout client, il exporte ses ressources de calcul. Donc là on en arrive au cœur du concept que je veux présenter. Donc c'est changer un peu le modèle de production. À la place de se baser sur uniquement un gros data center, on va essayer, donc j'aime bien cette animation, on va essayer d'intégrer tout un tas d'autres ressources beaucoup moins coûteuses et qui ont une empreinte énergétique beaucoup plus faible pour la planète également. Concrètement, c'est donc du donnant-donnant. Un détenteur de ressources devient un partenaire du cloud solidaire. Ici, visuellement, donc l'objectif, c'est de créer un écosystème de ressources où les clients à droite donnent de l'argent, donc les euros, là, les flux financiers. Ils donnent de l'argent à un fournisseur. Donc en synthèse, je dirais qu'il y a quelques difficultés. C'est structuré, ce qui est important, c'est structuré par l'utilité sociale. Donc ce qu'on veut principalement, c'est surtout rémunérer les associations qui déjà servent à former les gens à, par exemple, l'utilisation d'Internet. C'est en ce sens que ce cloud computing, je l'ai qualifié de solidaire. Ça va vers un sens de plus de rationalisation des équipements. Et l'industrie, toute l'industrie travaille dans ce sens-là. On est aussi largement dans une mesure de mieux contrôler ce qui se passe et de mesurer, avec ce qu'a évoqué Joël de René de façon brillante, des capteurs. On est conscient, nous industriels, de la raréfaction des ressources. Bien évidemment, c'est notre pérennité qui est menacée. Donc je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise qui se veut pérenne ne peut faire l'économie d'une politique de développement durable. Alors l'économie de fonctionnalité, donc, dans la sphère marchande, parce qu'en fait ça se développe aussi dans d'autres sphères, la sphère publique, la sphère autonome des acteurs, des associations, c'est tout simplement on ne vend plus un bien, on en vend l'usage. Mais avec des retombées environnementales et sociales au moins
soit intentionnellement, soit non intentionnellement obtenus. On passait à l'économie de fonctionnalité, on vendrait l'usage des ordinateurs et plus du tout des ordinateurs. Là, on pourrait avoir une durée de vie des supports physiques bien plus substantielle. La solution qu'on met en œuvre, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a forcément un appareil électrique et électronique qui va devoir être utilisé. Et donc il s'agit véritablement en amont déjà qu'on réfléchisse en termes d'éco-conception et de fin de vie du produit, puisque tout à l'heure on nous a montré de façon très précise avec des images à l'appui que tous nos équipements deviennent un jour des déchets. Allonger la durée de vie c'est bien, mais toujours en filigrane, penser à comment est-ce qu'on gère la fin de vie du produit au mieux. Et c'est au stade de la conception que ça se passe pour qu'on puisse récupérer le plus de matériaux. Encore faut-il que le matériel en question, que l'équipement ait été bien conçu au départ. Alors après sur le cloud computing, et si vous voulez que je réagisse maintenant, alors j'ai des interrogations en tant qu'association de consommateurs que je vais vous livrer, j'en ai 3. La première interrogation que j'ai, c'est d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler les risques contractuels. Deuxième risque, celui de la fiabilité, parce que, donc, si j'ai bien compris, ça va mobiliser beaucoup de bandes passantes. Le troisième risque, évidemment, c'est celui des données personnelles, parce que donc les données ne sont plus stockées chez la personne, mais sur des serveurs distants. Et c'est un risque qui est encore maximisé pour le cloud computing solidaire, puisque les données seront on ne saura même plus où sont les données. Donc c'est des interrogations que je suscite en tant que représentant d'une association de consommateurs. Évidemment, il y a aussi des aspects séduisants que je ne veux pas dénier. Merci. Les services que vous utilisez constamment, je suppose, donc à la téléphonie, bien sûr, la vidéo, donc la DSL, la vidéo Orange, etc. Donc tout ça nécessite bien sûr d'énormes ressources de calcul qui tournent en permanence et qui font France Télécom le premier client d'EDF. C'est que s'il n'y a pas de motivation pour que les entreprises commencent à abandonner cette idée de toujours acheter des nouvelles ressources, toujours posséder des nouveaux centres, des nouveaux PC toujours plus modernes, s'il n'y a pas une motivation, quelque sorte politique ou même plus forte que ça culturelle, c'est vrai qu'on ne pourra pas vraiment avancer vers un mieux-être au niveau environnemental. L'éco-conception, c'est aller à l'encontre du gaspillage. Le gaspillage, c'est des coûts. Il y a belle lurette que les industriels cherchent à limiter les coûts en faisant des éco-conceptions pour eux. Pour autant, ça ne suffit pas. Il faut aller de plus en plus loin dans ces modèles. Il faut rappeler qu'on a une réglementation qui s'appelle la D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, où les industriels ont l'obligation de confier à des éco-organismes les déchets ménagers, mais également l'obligation de mettre en place des services de recyclage et récupération pour le professionnel. Il faut faire attention sur les effets rebonds possibles. C'est que, surtout si le particulier est payé pour les services qu'il rend au cloud computing, son intérêt à lui, ça va être d'acheter du matériel à jour, performant, et de le laisser allumer toute la journée. Donc je pense que dans ce modèle-là, voilà, ça c'est un excellent exemple, donc je vous remercie de m'en donner l'occasion, de montrer ce que ça peut être l'effet rebond, c'est-à-dire on peut se retrouver avec une augmentation colossale de la consommation d'énergie, de la consommation de biens. Pourquoi ? Parce que les gens vont avoir envie de vendre leurs ressources aux entreprises, etc. On n'a jamais abordé, à la fois dans le programme de cette journée, mais même dans cette matinée, vis-à-vis des industriels, qu'aujourd'hui, il y a 10% de la population qui n'a pas accès à ces technologies parce que ces personnes sont handicapées. Elle n'est peut-être pas assez suffisante, je peux l'entendre, mais il y a bien une prise en compte, mais peut-être plus aux États-Unis qu'en France. Voilà. Comment convaincre les consommateurs de passer à un partage finalement des ressources informatiques? Globalement, il faut essayer de réfléchir multi-usage effectivement sur les appareils et sur les supports physiques. Il faut véritablement élargir le spectre de réflexion et pas rester secteur par secteur. Et si je comprends bien, l'enjeu de ce qu'on appelle donc aujourd'hui le cloud computing, c'est la reterritorialisation du réseau, c'est-à-dire qui héberge les ressources en calcul, il les partage avec qui, quel est le deal et quelle forme de... Je veux dire, est-ce que c'est données contre ressources ou est-ce que ce sont des services plus solidaires, sociaux, etc. Pour moi,
Le cloud n'est pas du tout une solution. Le cloud, ça permet juste de repousser de quelques années la date butoir. Et c'est un artifice de plus. Pour moi, la solution, c'est vraiment une réflexion profonde sur les usages. Et je fais un vœu, c'est que le jour où une grande entreprise, genre la Redoute Les Trois Suisses, affichera un message sur son site web la nuit en disant que les serveurs sont éteints la nuit pour des raisons d'économie d'énergie, je pense que ça sera un fait marquant qui fera du buzz et qui augmentera leur chiffre d'affaires. Et qui changera peut-être, qui commencera peut-être à faire sentir aux personnes qu'il faut changer les usages, que c'est pas la technologie ne va pas résoudre les problèmes. On est tous une partie du problème de la solution, et encore une fois je le répète, c'est ce que disait, ça se construit collectivement. Les utilisateurs ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. S'ils changent leurs usages, on saura répondre à ces usages. J'avais déjà mis 2 vœux, efficacité énergétique et éco-conception, donc je vais en émettre un troisième sur la question de l'obsolescence. J'émets le vœu qu'une personne qui souhaite utiliser son équipement informatique longtemps puisse, si par exemple il veut installer une nouvelle barrette de RAM, qu'il ne se trouve pas confronté à un nouveau standard qui fera qu'il lui sera quasiment impossible de faire évoluer la puissance de son ordinateur, que lorsque une batterie d'iPhone tombe en panne, il peut la remplacer facilement parce que l'iPhone aura été conçu de telle façon qu'on peut remplacer la batterie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà 2 exemples. Disons, ça serait de dire que pour une fois, grâce au progrès technologique, grâce au sens, au facteur culturel où on aime le partage, que pour une fois, tout ça sert à quelque chose, disons, au progrès social.